Le jour de mon anniversaire, mon père m'a dit, j'aurais préféré que tu ne sois jamais né. Le lendemain, sans un mot, j'ai fait ma valise, pris mes économies et je suis parti pour toujours. Sans jamais me retourner. Je m'appelle Aurore Dubois. J'ai 28 ans. J'aurais souhaité que tu ne sois jamais né. Mon père m'a dit cela lors de mon propre dîner d'anniversaire, devant 43 personnes. Les bougies sur le gâteau étaient encore allumées. Personne n'a bougé. Personne n'a dit un mot. Ma belle-mère a hoché la tête comme s'il venait de confirmer les prévisions météorologiques. Ma demi-sœur a pointé son téléphone sur mon visage et a continué d'enregistrer. C'était il y a 4 mois. Depuis, je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas pleuré devant qui que ce soit. Mais j'ai fait quelque chose qui a poussé mon père à m'appeler 17 fois en une nuit. Et au 18e appel, sa voix n'était plus en colère. Elle suppliait. Mon père, Gérard Dubois, a 58 ans. Épaules larges, voix grave, le genre d'homme qui entre dans une pièce et s'attend à ce que tout le monde s'arrange autour de lui. Depuis que je me souviens, il était le centre de chaque table de fête, de chaque réunion de famille, de chaque décision. Personne ne remettait en question Gérard. Jamais. Ma mère, Émilie, est morte quand j'avais 8 ans, de complications après une opération. Quelque chose qui a mal tourné des mois après m'avoir mis au monde. Je ne le comprenais pas à l'époque. Je le comprends à peine maintenant. Mais ce que j'ai compris tôt, ce que j'ai ressenti dans chaque silence, chaque histoire du soir sauté, chaque regard que mon père me lançait quand il pensait que je ne regardais pas, c'était ceci, il m'en voulait. Il ne l'a jamais dit à voix haute. Pas à l'époque. Il n'en avait pas besoin. Cela vivait dans les choses qu'il ne faisait pas. Il n'assistait pas à mes pièces de théâtre scolaire. Il n'accrochait pas mes dessins au réfrigérateur. Quand j'ai attrapé la grippe en 4e année, c'est ma grand-mère, Éléonore, qui a conduit 40 minutes pour venir me chercher. Pas lui. Éléonore était la mère de mon père. Elle était la seule personne dans cette maison qui me faisait sentir que j'avais le droit d'exister. Elle m'appelait ma chérie. Elle venait à chaque récital. Elle est morte il y a 2 ans, et certains jours, je cherche encore mon téléphone pour l'appeler. Après le décès de ma mère, mon père s'est remarié. Linda O est devenue Linda Holt Dubois. Elle a amené Béatrice, sa fille d'une précédente union. Béatrice avait 4 ans de moins que moi, blonde, bruyante, et instantanément, durablement la favorite. J'ai été déplacé dans la plus petite chambre à l'étage. Les photos de ma mère ont été retirées, celles de Linda mises à la place, et ce n'était que le début. Il y a 4 ans, mon père a perdu son emploi dans une société de logistique. Réduction d'effectifs, ont-ils dit. Il n'en a jamais cherché un autre. Je travaillais déjà comme infirmière diplômée à l'hôpital communautaire. Des quarts de 12 heures, des rotations de nuit, le genre de fatigue qui s'installe derrière les yeux et ne part plus. Quand le premier avis d'hypothèque est arrivé, Gérard l'a laissé sur le comptoir de la cuisine sans un mot. Linda l'a mentionné au dîner comme si elle commentait la météo. Quelqu'un devrait probablement s'en occuper, a-t-elle dit. Elle m'a regardé. Alors, je m'en suis occupé, l'hypothèque, l'électricité, l'eau, la taxe foncière, l'assurance habitation. 2800 € par mois directement sur mon salaire. J'ai mis en place le paiement automatique pour ne pas y penser. Je me suis dit que c'était temporaire. Gérard trouverait du travail, les choses s'équilibreraient. Elles ne se sont pas équilibrées. Au lieu de cela, Linda s'est installée confortablement. Elle a découvert que ma carte de crédit avait une carte supplémentaire, qu'elle avait réussi à faire autoriser par Gérard. Je voyais des achats que je n'avais pas faits, un manteau de 300 € pour Béatrice, des chaussures, un sac à main, puis un sac de créateur à 1200 € débité 3 semaines avant mon anniversaire. Quand j'en ai parlé, Gérard m'a coupé court en 4 mots, elle est ta sœur, Aurore. Ce n'était pas le cas, mais j'avais arrêté de le corriger il y a des années. Ce qui me faisait taire, c'était une promesse. Éléonore, dans ces dernières semaines, m'a tenu la main et a dit, garde cette famille unie, ma chérie. Ils s'effondreront sans toi. Je l'avais cru. Je pensais que si je continuais à payer, à me montrer, à être la responsable, il finirait par me voir. Mon père finirait par me regarder et y verrait autre chose que la fille qui lui a coûté sa femme. J'avais tort.
Mais ce sac de 1200 €, c'était la première fissure. 3 nuits avant mon anniversaire, je suis rentré d'un double quart de travail à 1 heure du matin. La maison était censée être sombre. Elle ne l'était pas. Une lumière filtrait sous la porte de la cuisine, et j'entendais des voix. Basses, délibérées, le genre que les gens utilisent quand ils ne veulent pas être entendus. Je me suis arrêté dans l'escalier, retenant mon souffle. La voix de Linda est arrivée la première, claire comme du cristal, nous l'annonçons à son anniversaire. 40 personnes. Si elle dit non devant tout le monde, elle aura l'air égoïste. Si elle dit oui, problème résolu. La voix de mon père, plus lente, et si elle fait une scène, alors tu fais ce que tu aurais dû faire il y a des années, un silence. Tu la coupes. J'ai pressé mon dos contre le mur. Mon uniforme était encore humide de travail. Mes mains tremblaient, pas de froid. Il parlait de mes économies, 52 000 €, 6 années de travail supplémentaire, de quarts de jours fériés, de vacances manquées, chaque euro que je possédais et qui n'était pas déjà drainé dans leur hypothèque, leur électricité et les achats par carte de crédit de Linda. Béatrice était fiancée. Je ne le savais même pas jusqu'à cet instant. Et il voulait mon argent pour payer son mariage. Pas demandé, voulu, planifié, chorégraphié, jusqu'au public. Elle doit quelque chose à cette famille, a dit Linda. Sa voix n'avait aucune hésitation. Il est temps de collecter. J'ai reculé dans l'escalier, un pas à la fois. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine qu'ils pouvaient l'entendre. Ils ne l'ont pas fait. Je suis resté assise sur mon lit dans cette petite chambre pendant 2 heures. Je n'ai pas pleuré. J'ai fixé le plafond et j'ai pensé à chaque paiement, à chaque dîner silencieux, à chaque fois où j'ai ravalé le mot non parce que j'avais peur de ce qui se passerait si je le disais. Quelque chose a changé cette nuit-là. Je ne savais pas quoi encore, mais c'était déjà en mouvement. Le lendemain matin, je me suis assise dans ma voiture sur le parking de l'hôpital et j'ai passé un appel que je repoussais depuis 2 ans. Marguerite Callaway, 64 ans, avocate spécialisée en succession, amie la plus proche de ma grand-mère depuis 3 décennies. Éléonore avait mentionné son nom exactement une fois dans ces derniers jours, d'une voix si faible que je l'ai presque manqué. Si jamais tu as besoin de comprendre ce que j'ai laissé derrière moi, avait chuchoté Éléonore. Appelle Marguerite. J'avais écrit le numéro au dos d'un reçu de course et l'avais glissé dans mon portefeuille. Il est resté là, intact à travers l'enterrement d'Éléonore, à travers 2 années de factures et de silence et une maison qui ne m'a jamais semblé être la mienne. Marguerite a répondu à la 2e sonnerie. Aurore Dubois, a-t-elle dit comme si elle m'attendait. Votre grand-mère m'a dit que vous finiriez par appeler. J'ai besoin de savoir ce qu'elle a laissé, j'ai dit. Je crois que j'ai besoin de le savoir maintenant. Venez à mon bureau. Il y a des choses que votre grand-mère voulait que vous sachiez quand vous seriez prête. Elle a marqué une pause. Êtes-vous prête? Je crois que oui. Alors je préparerai tout. J'ai pris rendez-vous pour la semaine suivante, après le dîner d'anniversaire. Quoi qu'il arrive, je devais d'abord traverser le samedi. Cet après-midi-là, Béatrice m'a trouvé dans la cuisine. Elle a levé sa main gauche, faisant onduler une bague en diamant que je n'avais jamais vue auparavant. Tu vas aider pour mon mariage, n'est-ce pas? Elle a souri. Papa dit que tu as des économies. J'ai regardé la bague. J'ai regardé son visage. Elle n'était pas cruelle. Elle croyait sincèrement que j'existais pour financer sa vie. C'était pire. On en parlera plus tard, ai-je dit. Je ne savais pas ce que Marguerite avait pour moi. Mais je savais une chose, quoi qu'Éléonore ait laissé derrière elle, elle l'a laissé pour une raison. Ma grand-mère était une femme prudente. Très prudente. Laissez-moi vous dire ce que 52 000 € représente quand on est infirmière. Cela signifie 6 ans à prendre tous les quarts de jours fériés que personne ne voulait. Noël, Thanksgiving, la Saint-Sylvestre. Cela signifie manger les restes de la salle de repos au lieu de sortir. Cela signifie conduire une voiture avec 320 000 km au compteur parce que le paiement mensuel d'une nouvelle ralentirait l'épargne. Cet argent était censé être ma voie de sortie. Un acompte pour un petit endroit à moi. Une vie qui ne tournait pas autour de transferts automatiques vers une maison où personne ne me remerciait. Si je donnais cet argent pour le mariage de Béatrice, je repartirais de 0 à 28 ans sans rien à montrer pour 10 ans de travail.
Pas de filet de sécurité, pas d'avenir, juste une jolie réception à laquelle j'ai aidé à payer une place au fond de l'église. Mais voici ce qui m'a le plus brûlé, ce n'était pas l'argent, c'était le schéma. Quand j'avais 18 ans, j'ai postulé pour une bourse d'infirmière, frais de scolarité complets. J'ai été accepté. La lettre est arrivée dans une enveloppe blanche adressée à moi et je ne l'ai jamais vue. Je l'ai découvert 2 ans plus tard par hasard quand un ancien professeur en a parlé dans une épicerie. Tu n'as pas pris cette bourse, Aurore? Tu étais la meilleure candidate. Je suis rentré et j'ai cherché. J'ai trouvé l'enveloppe ouverte dans le tiroir du bureau de mon père, coincée derrière d'anciennes déclarations de revenus. Il l'avait lue. Il ne m'avait jamais rien dit. Quand je l'ai confronté, il n'a même pas scié. Tu n'étais pas prête, a-t-il dit. Tu aurais échoué. J'ai payé moi-même mes études d'infirmière, prêt, quart de nuit dans une cafétéria, 3 ans à dormir 4 heures par nuit. Chaque fois que je construisais quelque chose, il trouvait un moyen de le prendre. Cette fois, j'ai décidé d'arrêter de lui tendre le marteau. Dans la famille Dubois, Gérard était le frère aîné. Cela comptait. Dans notre famille, l'aîné ne faisait pas que diriger. Il racontait. Il décidait qui était généreux et qui était égoïste, qui était loyal et qui était difficile. Les autres suivaient parce que c'était plus facile que de se battre. Mon oncle Roi était la seule personne qui ait jamais résisté. C'est le frère cadet de Gérard, un charpentier. Homme tranquille, main comme du papier de verre, le genre d'homme qui dit 10 mots là où d'autres en disent 100. Il y a 5 ans, à Thanksgiving, Roi a regardé de l'autre côté de la table et a dit « Gérard, tu es trop dur avec cette fille. » C'était tout. Une phrase. Gérard n'a pas crié. Il a simplement cessé d'inviter Roi à quoi que ce soit. A cessé de lui rendre ses appels. En 6 mois, Roi a été effacé de toutes les réunions de famille comme s'il n'avait jamais existé. C'est à cela que j'étais confronté. Non seulement mon père, mais toute l'architecture d'une famille construite autour de sa version des événements. 2 jours avant la fête, Linda a commencé à passer des appels. Je le sais parce que je l'ai entendu depuis le couloir en haut-parleur, passant en revue tante et cousine avec le même script répété. Aurore a été tellement difficile ces derniers temps. Elle n'aide en rien. Gérard donne et elle ne fait que prendre. Elle a appelé tante Patricia, la cousine Hélène, même le vieil ami de fac de mon père. Semant des graines, cadrant l'histoire avant même que j'aie une chance de raconter la mienne. Puis mon téléphone a sonné. C'était tante Patricia. Chérie, que se passe-t-il? Ton père dit que tu leur donnes du fil à retordre. Je me tenais dans ma chambre, le téléphone pressé contre mon oreille, et j'ai réalisé que le procès avait déjà eu lieu. Le verdict était rendu et je n'avais même pas été autorisé à témoigner. Je marchais vers ce dîner d'anniversaire déjà condamné. La seule question était de savoir si j'allais accepter la sentence. La veille de mon anniversaire, je me suis tenu dans la salle de bain et je me suis regardé longuement dans le miroir. Des cernes sous les yeux à cause d'une semaine de travail de 56 heures. Cheveux tirés en un chignon que je n'avais pas pris la peine de coiffer. Mon uniforme sentait encore l'antiseptique. Voilà à quoi ressemble une personne qui a été lentement vidée de son contenu, ai-je pensé. Pas par un événement, mais par un millier de petits. Un millier de moments où quelqu'un a dit « Tu n'es pas assez » sans jamais utiliser ces mots. La voix de Linda est passée à travers le mur. Elle était au téléphone à nouveau. Je pouvais entendre le petit écho du haut-parleur depuis la chambre principale. Elle a toujours été jalouse de Béatrice. Tu sais comment c'est. Certains enfants n'ont tout simplement pas ce qu'il faut pour être reconnaissants. J'ai pressé mon oreille contre le mur. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Gérard lui a tout donné, a continué Linda. Un toit, à manger, la stabilité, et elle ne peut même pas faire cette seule chose pour sa sœur. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'Émilie penserait. Émilie, le nom de ma mère dans la bouche de Linda utilisé comme une arme. Mes mains se sont posées à plat contre le mur. J'ai fermé les yeux une seconde, juste une seconde. Je voulais ouvrir cette porte et hurler. Hurler jusqu'à ce que les voisins entendent. Hurler jusqu'à ce que quelqu'un dans cette maison comprenne enfin ce que ça fait d'être moi. Mais je ne l'ai pas fait parce que hurler, c'était ce qu'ils attendaient. Hurler, c'était ce que Linda avait préparé 43 personnes à témoigner.
La belle-fille dramatique et ingrate faisant une scène. Je me suis reculé du mur, me suis assise sur le bord de mon lit, et j'ai pensé à quelque chose qu'Éléonore avait l'habitude de dire, force tranquille, ma chérie. Laisse-les crier. Toi, tiens bon. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi une robe pour mon anniversaire et j'ai tenu bon. Samedi soir, Rossiniès, un restaurant italien de milieu de gamme sur la rive et avec des murs de briques apparentes et un éclairage suspendu chaleureux. Gérard avait réservé la salle à manger privée. 43 personnes. Je suis entré portant la seule jolie robe que je possédais, bleu marine, modeste. J'avais bouclé mes cheveux, mis du rouge à lèvres. Pour la première fois depuis des mois, je voulais me sentir comme quelqu'un qui méritait d'être célébré. La salle bourdonnait de conversations. Nappe blanche, bougies et chandeliers en verre. Une bannière s'étirait sur le mur du fond, joyeux anniversaire, Aurore. Quelqu'un avait commandé un gâteau. Chocolat, mon préféré. Pendant un instant, je me suis permis de croire que c'était réel. Puis j'ai remarqué les sièges. La table principale, celle juste sous la bannière, avait 5 chaises. Gérard à la tête, Linda à sa droite, Béatrice à côté de Linda, Derrick Collin, le fiancé de Béatrice à côté d'elle, et une place vide pour l'ami de fac de Gérard. Mon nom était sur une étiquette de place à une petite table près de la porte de la cuisine, à mon propre dîner d'anniversaire. J'ai pris l'étiquette et me suis assis sans un mot. Les gens m'ont salué en passant. Des câlins rapides. Joyeux anniversaire, ma chérie. Mais les conversations dérivaient toujours. Béatrice, montre-moi cette bague. Quand est le mariage? Linda, tu dois être ravie. J'observais de ma table, sirotant de l'eau, souriant quand quelqu'un me regardait. Puis Gérard s'est levé. Il a tapoté son verre avec un couteau à beurre. La salle s'est tue. Il a pris le petit microphone sans fil que le restaurant avait fourni. Il a regardé les 43 visages. Il a souri. Ce soir est spécial, a-t-il commencé. Pas seulement à cause de l'anniversaire d'Aurore. Ma poitrine s'est serrée. Mais parce que nous avons une annonce très excitante. Il s'est tourné vers Béatrice, tout son visage éclairé, et j'ai compris à cet instant que cette fête n'avait jamais été pour moi. Notre belle Béatrice, a dit Gérard dans le micro, est fiancée. La salle a éclaté. Applaudissements, cris, chaises raclées alors que les gens se levaient pour faire un câlin à Béatrice. Elle s'est levée de la table principale, la main tendue, le diamant attrapant la lumière suspendue comme un petit projecteur construit juste pour elle. Pendant les 10 minutes suivantes, mon anniversaire s'est évaporé. Tante Patricia a serré la main de Béatrice et a examiné la bague. La cousine Hélène a pris une photo pour Instagram. L'ami de fac de Gérard a tapoté Derrick dans le dos. Linda se tenait derrière Béatrice, une main sur l'épaule de sa fille, rayonnante comme si elle venait de gagner quelque chose. Personne n'a regardé. J'étais assise à ma table près de la porte de la cuisine. Le gâteau avec mon nom dessus était resté intact au bout du buffet. Les bougies n'avaient pas été allumées. Derrick a croisé mon regard une fois. Il se tenait légèrement à l'écart du cercle autour de Béatrice, la mâchoire serrée. Il m'a lancé un regard que je ne pouvais pas vraiment déchiffrer. Pas de la pitié exactement, quelque chose de plus proche de la reconnaissance. Comme s'il voyait ce qui se passait mais ne savait pas comment y remédier. Puis la salle s'est calmée. Les gens sont retournés à leur siège. Gérard est resté debout, le micro toujours à la main. Maintenant, a-t-il dit, sa voix changeant, plus chaleureuse, rodée. Il s'est tourné vers moi. Aurore chérie, viens ici une seconde. 43 personnes m'ont regardé. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la table principale. Mes talons ont claqué contre le carrelage. Gérard a posé une main sur mon épaule. Ferme, performative. La famille prend soin de la famille, a-t-il dit à la salle. Et maintenant que le grand jour de Béatrice approche, nous devons nous serrer les coudes. Il m'a regardé droit dans les yeux. Aurore, nous devons parler du budget du mariage. Pas en privé, pas plus tard, ici, maintenant, devant tout le monde, exactement comme Linda l'avait prévu. Aurore a été très responsable avec ses finances, a dit Gérard, s'adressant à la salle comme à un conférencier principal. Elle économise depuis des années, et je sais qu'elle voudra aider sa sœur à avoir le mariage qu'elle mérite.
Il a serré mon épaule. La pression disait, accepte. Je suis resté immobile. Linda s'est penchée en avant sur sa chaise. Elle a tamponné son œil avec une serviette, un geste si bien répété qu'il aurait pu être chorégraphié. C'est ce que ta mère aurait voulu, Aurore. La salle s'est adoucie. Quelques personnes ont murmuré. Quelqu'un a chuchoté, oh, Émilie ma mère morte, utilisée pour me culpabiliser afin que j'écrive un chèque devant 43 témoins. J'ai senti le sang monter à mon visage. Mon pouls était si fort que j'étais sûr que les gens à la table la plus proche pouvaient l'entendre. C'est mon dîner d'anniversaire, ai-je dit. Ma voix était ferme, calme. Pouvons-nous ne pas faire ça ici? Le sourire de Gérard s'est aminci. Sa main a glissé de mon épaule. Une autre fois. Il a secoué lentement la tête. Tu dis toujours une autre fois, Aurore. Pas maintenant. Jamais quand ça compte. Son volume a augmenté. Pas des cris. Gérard ne criait jamais. Il commandait. Je t'ai donné un foyer, une famille. 20 ans de patience, et tu ne peux pas faire cette seule chose. La salle retenait son souffle. Fourchette baissée, serviettes immobiles. Tante Patricia fixait son assiette. La cousine Hélène serrait son verre d'eau. Béatrice a sorti son téléphone, a incliné l'écran vers moi. Un petit point rouge clignotait dans le coin. Enregistrement. J'ai regardé le point. J'ai regardé Béatrice. Son pouce planait sur l'écran. Pendant une seconde, sa main a tremblé comme si elle allait baisser le téléphone. Elle ne l'a pas fait. Gérard s'est rapproché. Son visage était rouge. Maintenant, si tu ne peux pas faire cette seule chose pour ta famille, il n'a pas fini. Pas encore. J'ai parlé avant qu'il ne puisse finir. Je ne donnerai pas mes économies, papa. Ma voix n'a pas vacillé. Cet argent est pour mon avenir. La salle a changé. Quelqu'un a inhalé brusquement près du fond. Je pouvais sentir 43 paires d'yeux sur ma peau comme des lampes chauffantes. Gérard s'est immobilisé. Sa mâchoire s'est serrée. Quelque chose derrière ses yeux est devenu plat, comme un interrupteur actionné. Il m'a fixé pendant ce qui a semblé être une minute entière. C'était probablement 5 secondes. Puis il l'a dit. J'aurais souhaité que tu ne sois jamais né. Pas en criant, pas en chuchotant, juste en le déclarant comme on lirait une ligne sur un reçu. Factuel, définitif. La salle n'a pas eu de hoquet, elle s'est figée. Le son a quitté l'espace entièrement. Je pouvais entendre le cliquetis étouffé de la vaisselle de la cuisine derrière le mur. La musique instrumentale du haut-parleur semblait soudain obscène, comme quelqu'un jouant de la flûte à un accident de voiture. Tante Patricia a posé sa fourchette très lentement. Linda n'a pas parlé. Elle a simplement regardé Gérard, puis moi, et a hoché la tête. Un petit hochement de tête, certain, comme si elle attendait cette phrase depuis des années. Le téléphone de Béatrice était toujours pointé sur mon visage. Sa main tremblait maintenant, mais elle ne l'a pas baissée. Derrick, derrière Béatrice, a repoussé sa chaise de la table, sans se lever, juste en créant de la distance. Son expression était devenue serrée, fermée, comme un homme recalculant quelque chose qu'il avait déjà décidé. J'ai senti quelque chose se fissurer à l'intérieur de ma poitrine. Pas se briser, se fissurer, comme de la glace sur un étang au début du printemps. Calme, profond, le genre de fracture qu'on ne voit pas de la surface. J'ai regardé mon père. J'ai regardé la salle pleine de gens qui ont entendu ces mots et ont choisi le silence. Et j'ai pris une décision. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris ma serviette sur la table, les plié une fois, 2 fois, les posé soigneusement à côté de mon verre d'eau intact. J'ai regardé autour de la salle une dernière fois. 43 personnes. Certains fixaient leurs assiettes. Certains regardaient Gérard. Quelques-uns me regardaient. Avec quoi? De la pitié? Du choc? Je ne pouvais plus le dire. Cela n'avait pas d'importance. Personne n'a parlé. Je me suis tourné vers la salle et j'ai dit la seule chose qui me restait. Merci à tous d'être venus à mon anniversaire. Puis j'ai pris mon sac au dossier de ma chaise, j'ai traversé la salle à manger et j'ai poussé la porte.
L'air nocturne m'a frappé comme de l'eau froide. J'ai atteint ma voiture sur le parking avant que mes mains ne se mettent à trembler. Je me suis assise au volant pendant 3 minutes, agrippant le volant, respirant par le nez comme si j'encadrais un patient pendant une crise de panique. Puis j'ai attrapé mon téléphone. Un contact, un appel. Marguerite Callaway a répondu à la première sonnerie à 22h15 un samedi soir. Marguerite, ai-je dit, je veux venir demain. Je suis prête. Une pause, puis sa voix, calme, imperturbable, comme si elle gardait un siège au chaud. Je préparais tout, Aurore. 9h. J'ai raccroché. Je ne savais pas ce que tout signifiait encore. Je ne savais pas ce qu'Éléonore avait laissé derrière elle ni pourquoi Marguerite attendait mon appel depuis 2 ans. Tout ce que je savais, c'est que ma grand-mère n'avait jamais rien fait sans raison. Elle était méticuleuse avec ses recettes, son jardin, ses appels téléphoniques du dimanche. Elle aurait été méticuleuse aussi à ce sujet. J'ai mis la clé dans le contact et je suis sorti du parking. Je n'ai pas regardé le restaurant dans le rétroviseur, pas une seule fois. 6h30. La maison était silencieuse. J'avais fait mes valises la nuit précédente. Une valise, un sac de sport, seulement des choses qui étaient à moi, vêtements, mon diplôme d'infirmière dans son cadre, une photo d'Éléonore et moi à la foire du comté quand j'avais 11 ans. J'ai laissé tout le reste. J'ai porté les sacs en bas en 2 voyages, en passant sur le 3e pas grinçant par habitude. Personne n'a bougé. Les ronflements de Gérard grondaient derrière la porte de la chambre principale. Le masque de sommeil de Linda était probablement encore sur elle. À la table de la cuisine, je me suis assise et j'ai ouvert mon ordinateur portable. 15 minutes de travail précis et silencieux. Premièrement, j'ai transféré mes économies sur un nouveau compte dans une banque différente. Chaque centime déplacé. Deuxièmement, j'ai appelé la ligne automatique de la société de carte de crédit et j'ai annulé la carte supplémentaire, avec effet immédiat. Troisièmement, j'ai confirmé le bail d'un studio à 10 km de là. Je l'avais visité la semaine précédente pendant ma pause déjeuner sans le dire à personne. 40 mètres carrés. Propre. À moi. Avant de partir, j'ai laissé une seule enveloppe sur le comptoir de la cuisine. À l'intérieur, 4 ans de relevés bancaires, chaque paiement d'hypothèque, chaque prime d'assurance, chaque facture de service public, chaque versement d'impôt souligné, totalisé, daté, 134 000 €, tout de mon compte, tout pour cette maison. Pas de lettres, pas d'explications, pas de « je te l'avais bien dit ». Juste des chiffres. J'ai fermé ma veste, j'ai pris mes sacs et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Le couloir était encore sombre. La maison sentait le diffuseur de lavande de Linda et le vieux tapis. J'y vivais depuis 20 ans. Je la payais depuis 4. J'ai tourné la poignée, je suis sorti et j'ai refermé la porte derrière moi. Elle a cliqué. Doux, définitif. J'ai chargé la voiture et j'ai conduit vers l'est, vers un ciel qui commençait à peine à devenir rose. Je ne suis pas revenu. Je veux faire une pause ici un instant. Si vous avez jamais dû quitter un endroit que vous appeliez chez vous, non pas parce que vous le vouliez, mais parce que vous n'aviez pas d'autre choix, tapez « je comprends » dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous pensez que je devrais pardonner à mon père ou fixer une limite permanente, faites-le moi savoir aussi. Parce que l'histoire est sur le point de prendre un tournant que je n'avais pas vu venir. Voici ce que j'ai appris plus tard, reconstitué grâce à l'oncle Roy et à la cousine Hélène. Dimanche matin, Linda est entrée dans la cuisine vers 9h. Elle a remarqué l'enveloppe sur le comptoir, mais l'a écartée pour faire du café. Elle est montée à l'étage pour m'annoncer que le petit déjeuner était prêt. Pas par gentillesse, mais par habitude. Ma chambre était vide, le placard vidé, le lit défait jusqu'au matelas. Elle a appelé Gérard. Sa voix était plate. Presque amusée. Elle est vraiment partie. Gérard est monté, a regardé la pièce vide, a haussé les épaules. Bien. Laisse-la bouder. Elle sera de retour vendredi. Il est descendu et a allumé la télévision. Béatrice s'est réveillée ensuite. Elle a tendu la main vers son téléphone et a ouvert l'application bancaire. La carte de crédit supplémentaire était refusée, je l'ai annulée. Elle m'a appelé. Messagerie vocale. Elle a rappelé. Messagerie vocale.
Elle est entrée dans le salon, téléphone à la main. Ma carte ne fonctionne pas. Est-ce qu'Aurore a fait quelque chose? Gérard l'a regardée. Elle fait une crise de colère. Ça va passer. Linda a retrouvé l'enveloppe sur le comptoir. Elle l'a ramassée, l'a tenue dans sa main, puis l'a reposée sans l'ouvrir. Probablement une lettre d'adieu dramatique, a-t-elle dit. Je ne lui donnerai pas la satisfaction. Lundi après-midi, Gérard m'avait appelé 4 fois, chaque fois messagerie vocale. Il a laissé un message. Aurore, c'est puéril. Rappelle-moi. Mercredi, silence de mon côté. Pas un seul SMS, email ou appel retourné. Gérard a dit à tante Patricia que je traversais une phase. Il a dit à son ami de fac que j'étais émotive à cause de la fête. Il a dit à Roy. En fait, il n'a rien dit à Roy. Ils ne se parlaient toujours pas, et l'enveloppe est restée sur le comptoir de la cuisine, non ouverte. Une bombe à retardement. Personne n'a pris la peine de l'ouvrir. Jour 5. La compagnie d'électricité a envoyé un avis automatisé. Impayé. Gérard a appelé leur service client, a donné son nom, a demandé les détails du compte. Je suis désolé, monsieur. Le compte est enregistré au nom d'Aurore Dubois. Il a cligné des yeux. C'est ma fille. Je vis à cette adresse. Nous ne pouvons discuter des détails du compte qu'avec le titulaire enregistré. Il a raccroché, a fixé le téléphone. Jour 7, une lettre de la banque, pas une facture, un avis formel. Paiement de l'hypothèque en retard. Il a déchiré l'enveloppe debout à la boîte aux lettres. Le nom sur l'hypothèque, Aurore Dubois. Gérard l'a lu 2 fois. Puis il a ramené la lettre à l'intérieur et l'a laissée tomber sur la table de la cuisine devant Linda. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Linda l'a ramassé. Ses yeux ont parcouru la page. Sa bouche s'est ouverte. C'est refermé. C'est impossible. C'est notre maison. C'est ce que j'ai dit. Gérard est allé au classeur dans le placard du couloir, celui qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. Il a sorti des dossiers, des déclarations de revenus, d'anciens bulletins de paie, des papiers d'assurance. Il a cherché un acte de propriété, un titre, n'importe quoi à son nom. Rien. Aucun document ne le liait à la maison. Puis Linda s'est souvenue de l'enveloppe. Elle est retournée au comptoir de la cuisine. L'enveloppe blanche était toujours là, avec une trace de café sur un coin. Elle l'a déchirée. Des pages. Des douzaines de pages. Des relevés bancaires remontant à 4 ans. Chacun surligné. Chacun montrant des retraits par paiement automatique du compte courant d'Aurore. Hypothèque, électricité, eau, assurance, impôts. Total, 134 000 €. Tout provenant du compte courant d'Aurore. Linda s'est assise. Elle n'a pas parlé pendant un long moment. Gérard se tenait derrière elle, lisant par-dessus son épaule. Son visage était devenu gris, mais il ne connaissait toujours pas le pire, la maison n'était pas seulement à mon nom à cause des paiements. Elle n'avait jamais été au nom de Gérard. Jamais. Gérard a fait ce que Gérard faisait toujours quand il perdait le contrôle. Il a pris le téléphone et a commencé à raconter. En 24 heures, la moitié de la famille avait entendu sa version. Aurore est partie. Aurore a annulé la carte de crédit. Aurore a arrêté de payer les factures. Elle nous punit parce qu'elle n'a pas eu assez d'attention à son anniversaire. Certaines personnes l'ont cru. Elle l'avait toujours fait. Mais quelque chose était différent cette fois. Certaines personnes se souvenaient de cette nuit au Rossignès. Elles se souvenaient du visage de Gérard quand il a prononcé ces mots. Elles se souvenaient du silence qui a suivi. Et elles se souvenaient qu'aucune personne dans cette salle, y compris elle-même, ne s'était levée. La cousine Hélène m'a appelé un jeudi soir. J'ai failli ne pas répondre, mais Hélène et moi avions été proches avant que la gravité de Gérard n'attire tout le monde dans son orbite. Aurore, que se passe-t-il? Ton père dit que tu essaies de les punir. Je me suis appuyé contre le comptoir de ma cuisine. Ma cuisine dans mon studio où les seuls sons étaient les miens. Hélène, ai-je dit, t'a-t-il dit ce qu'il m'a dit à mon anniversaire? Silence. Qu'a-t-il dit? Demande-lui. Demande-lui devant les gens. Elle n'a pas répondu pendant un moment,
puis calmement. J'étais là, Aurore. Je l'ai entendu. Je ne savais pas quoi faire. Je sais, ai-je dit. Personne ne le savait. Pendant ce temps, Gérard a passé un dernier appel. Il est allé chez l'oncle Roy, le frère à qui il n'avait pas parlé depuis 2 ans, et a frappé à la porte. Roy a ouvert, a regardé Gérard pendant un long moment. « J'ai besoin de ton aide », a dit Gérard. Aurore est devenue folle. Roy s'est appuyé contre le cadre de la porte. « Gérard, as-tu vraiment dit ça à son anniversaire ?» La mâchoire de Gérard s'est serrée. Elle m'a provoqué. Roy a secoué lentement la tête. Un père ne dit pas ça. Jamais à son enfant. Et il a fermé la porte. Il m'a trouvé un mardi. Je ne sais pas comment. Je suppose qu'il a appelé l'hôpital et que quelqu'un a mentionné m'avoir vu près de l'arrivée. Ou peut-être a-t-il conduit jusqu'à ce qu'il repère ma voiture. Quoi qu'il en soit, je suis rentré d'un quart de travail pour trouver Gérard Dubois debout devant la porte de mon appartement. Bras croisés, mâchoire serrée, ressemblant à un homme sur le point de livrer une performance, pas des excuses. J'ai déverrouillé la porte, me suis tenu dans l'embrasure, ne me suis pas écarté. « Tu dois rentrer », a-t-il dit. Ça suffit. Je l'ai regardé. Mon père, 58 ans, des tempes grisonnantes, mêmes épaules larges, même voix qui remplissait autrefois chaque pièce, mais debout dans mon couloir sous un éclairage fluorescent. Il paraissait plus petit que dans mes souvenirs. « Tu m'as dit que tu souhaitais que je ne sois jamais né, ai-je dit. Devant 43 personnes à mon anniversaire. J'étais contrarié. Tu étais difficile. Dire non à donner mes économies n'est pas être difficile. C'est être adulte. » Ses narines se sont dilatées. « Je suis ton père. Alors agis comme tel. » Nous nous sommes tenus là à 1 mètre de distance. Le couloir sentait le dîner de quelqu'un. Ail, oignon, quelque chose de chaud qui n'avait rien à voir avec aucun de nous. « Tu ne peux pas juste partir », a-t-il dit. Sa voix s'est abaissée. Pas plus douce, plus faible. Les factures s'accumulent. L'hypothèque est en retard. Linda est. Linda n'est pas ma responsabilité, ai-je dit. Béatrice non plus. La maison non plus. J'ai marqué une pause. Tu m'as dit que tu souhaitais que je ne sois jamais né. Je réalise simplement ton souhait. J'ai fermé la porte doucement. Pas de claquement, pas de sortie dramatique. Juste un doux clic et le son de sa respiration de l'autre côté. Il est resté là un moment. Je le sais parce que j'ai regardé l'ombre de ses chaussures sous la porte. Puis il est parti, mais il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. 2 semaines après mon départ, Gérard a convoqué une réunion de famille. Il a choisi le centre communautaire rattaché à notre église, une pièce beige avec des chaises pliantes, des lumières au plafond bourdonnantes et une urne à café qui était toujours soit vide, soit brûlée. Environ 30 personnes sont venues, tantes, oncles, cousines. Certaines que je n'avais pas vues depuis l'enterrement d'Éléonore. Gérard se tenait devant comme s'il dirigeait une réunion publique. Linda était assise au premier rang, un mouchoir à la main. Béatrice était assise à côté d'elle, les bras croisés, son téléphone posé face vers le bas sur ses genoux pour une fois. J'ai demandé à tout le monde ici, a commencé Gérard. Parce que nous avons une situation familiale qui doit être abordée. Il a lancé sa version. Aurore a abandonné la famille. Aurore a annulé la carte de crédit. Aurore a cessé de payer les factures. Aurore leur fait du tort à tous à cause d'un malentendu au dîner. Linda s'est essuyé les yeux sur commande. Quelques personnes ont hoché la tête. Quelques-unes se sont agitées nerveusement. Tante Patricia gardait les yeux sur le sol. Gérard est arrivé à son argument final. Tout ce que je demande, c'est que quelqu'un lui remette les idées en place. Elle fait souffrir cette famille. C'est là que l'oncle Roy s'est levé. Il était assis au dernier rang, silencieux, les bras sur ses genoux. Personne ne s'attendait à ce qu'il vienne. Gérard, certainement, ne l'avait pas invité, mais Roy avait entendu parler de la réunion par la cousine Hélène, et il avait conduit 40 minutes pour être là. Gérard, a dit Roy, sa voix était égale. Stable comme celle d'un charpentier. Avant de dire quoi que ce soit d'autre, as-tu invité Marguerite Callaway? Gérard a froncé les sourcils.
Qui? Pourquoi ferais-je ça? La porte latérale s'est ouverte. Marguerite Callaway est entrée. 64 ans, blazer gris, lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou, un portefeuille en cuir sous le bras. Elle a hoché la tête une fois à Gérard. Monsieur Dubois, je suis ici au nom de votre fille. Elle a marqué une pause. Et de votre mère? La salle est devenue silencieuse. Marguerite n'était pas pressée. Elle a posé son portefeuille sur la table pliante devant la salle, l'a ouvert, et a sorti un seul document dans une pochette en plastique transparent. Je m'appelle Marguerite Callaway. Je suis avocate spécialisée en succession et immobilier. J'étais la conseillère juridique d'Éléonore Dubois pendant 23 ans et son amie pendant plus longtemps encore. Elle a posé le document à plat sur la table. 2 ans avant son décès, Éléonore Dubois a exécuté un transfert légal de la propriété au 412, allée des Bois à sa petite-fille, Aurore Éléonore Dubois. Le transfert a été notarié, enregistré auprès du comté, et est entièrement contraignant. Elle a fait glisser le document vers l'avant. L'acte, clair comme le jour. Gérard l'a fixé. Son visage n'a pas bougé. C'est impossible, a-t-il dit. C'est ma maison. Marguerite l'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Votre nom n'a jamais été sur l'acte, monsieur Dubois. Votre mère a acheté la maison en 1987. Elle a choisi qui en hériterait. La salle a éclaté en murmures. Les chaises ont craqué. Quelqu'un a chuchoté, oh mon Dieu. Linda s'est levée d'un bond. Ça ne peut pas être vrai. Nous vivons là depuis, vous avez vécu là en tant qu'occupants autorisés, a dit Marguerite. Pas en tant que propriétaire. Les mains de Gérard se sont agrippées au bord de sa chaise. Ma mère ne ferait jamais ça derrière mon dos. Roy s'est de nouveau levé. Il était silencieux jusqu'à présent. Elle l'a fait, Gérard. Sa voix était basse mais ferme. J'étais là. J'ai été témoin de la signature. La salle s'est tournée vers Roy. 30 visages recalculants. Gérard a fixé son frère. Tu le savais. Maman m'a demandé d'être là, a dit Roy. Elle a dit que tu finirais par comprendre. Roy a dégluti. Elle a aussi dit que tu ne le ferais probablement pas. Gérard a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. Linda a attrapé le bras de Béatrice. Béatrice a repoussé sa main et Marguerite a calmement cherché dans son portefeuille la prochaine série de documents. De plus, a continué Marguerite, en décrochant une épaisse pile de pages surlignées. Au cours des 4 dernières années, Aurore Dubois a personnellement payé l'intégralité de l'hypothèque, de l'assurance habitation, de la taxe foncière et de tous les services publics pour la propriété au 412, allée des Bois. Elle a étalé les relevés sur la table comme un croupier étalant des cartes. Hypothèque, 1 400 € par mois. Assurance, 380 € trimestriels. Taxe foncière, 4 200 € annuels. Service public, en moyenne 600 € par mois. Elle a ajusté ses lunettes. Dépenses personnelles totales, environ 134 000 €. Tout documenté. Tout provenant du compte courant individuel d'Aurore. La salle n'a pas éclaté cette fois. Elle s'est affaissée. Le genre de silence où l'on peut entendre quelqu'un déglutir 3 rangs plus loin. Tante Patricia, la femme qui m'avait appelé pour demander pourquoi je faisais des histoires à mon père, s'est couvert la bouche avec la main. La cousine Hélène fixait la table. Ses yeux étaient humides. Un oncle au fond s'est penché. Elle a payé toute la maison. Tout ce temps? Elle l'a fait, a dit Marguerite. Et pendant cette même période, une carte de crédit supplémentaire liée au compte d'Aurore a été utilisée pour des achats personnels par d'autres membres du foyer. Ces frais ont également été payés par Aurore. Le visage de Linda est devenu blanc. Pas rose de gêne. Blanc, vidé. Elle vivait là gratuitement, à la chez Linda. C'était sa contribution à la famille. Le gîte et le couvert. Marguerite a regardé Linda, pas méchamment, mais sans aucune indulgence. Madame Dubois. Aurore payait l'hypothèque d'une propriété qu'elle possède légalement. Si quoi que ce soit, elle subventionnait votre logement. Quelqu'un au dernier rang a laissé échapper un souffle qui était presque un rire. Gérard n'avait pas bougé. Il était assis, les 2 mains sur ses genoux,
fixant les relevés bancaires à 1,5 mètre, comme si les regarder de trop près allait les rendre plus réels. C'étaient des chiffres, pas des opinions. Les chiffres ne prennent pas parti. Tante Patricia s'est levée la première. Elle avait 61 ans, un M57, et n'avait jamais haussé la voix lors d'une réunion de famille de sa vie. Elle a regardé Gérard comme on regarde quelqu'un qu'on voit clairement pour la première fois. « Gérard, a-t-elle dit, tu as dit à cette fille dans ce restaurant que tu souhaitais qu'elle ne soit jamais née. La fille qui payait ton toit. » Gérard n'a pas répondu. La cousine Hélène a parlé ensuite, la voix craquant. « Je l'ai appelée. J'ai appelé Aurore et je l'ai accusée d'être égoïste. Elle ne s'est même pas défendue. Elle a juste demandé si je savais ce que tu avais dit. » L'oncle Ray, le cousin de Gérard venu d'Ohio, a croisé les bras. Éléonore le savait. Elle s'y attendait. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Gérard a essayé de reprendre la salle. Il s'est redressé sur sa chaise, a redressé ses épaules et a utilisé la voix qui contrôlait cette famille depuis des décennies. C'est une affaire de famille, Marguerite. Je pense que vous devriez partir. Marguerite a fermé son portefeuille d'un mouvement fluide. On m'a demandé de présenter un dossier. Le dossier a été présenté. Elle a hoché la tête une fois. Bonsoir. Elle est sortie par la porte latérale. Pas de drame, pas de mot final. Juste une femme qui avait fait exactement ce pourquoi elle était venue. La porte s'est refermée. Gérard a regardé autour de la salle. 30 visages. Aucun d'entre eux n'était de son côté. Roy s'est rassis, les bras croisés. Patricia a secoué la tête. Hélène s'est essuyé les yeux. Linda a attrapé le poignet de Béatrice. Nous partons. Béatrice a retiré son bras. Non, a dit Béatrice. C'était un mot, calme. Mais la tête de Linda a claqué vers sa fille comme si elle venait de recevoir une gifle. Béatrice ? Non, maman, ai-je dit. C'était la première fois que j'entendais Béatrice refuser quoi que ce soit à Linda. Je n'étais pas dans cette salle, mais Roy m'en a parlé plus tard. Et quand il a décrit ce moment, même lui semblait surpris. Je veux vous poser une question sérieuse. Si vous étiez à ma place en ce moment, sachant tout ce que vous savez, donneriez-vous une seconde chance à Gérard ou traceriez-vous la ligne définitivement? Tapez seconde chance ou limite dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux et j'aimerais entendre votre point de vue. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que j'ai décidé, car ce n'était pas simple. 2 jours après la réunion de famille, Marguerite a envoyé une lettre formelle à Gérard et Linda. Un préavis de 60 jours pour quitter la propriété au 412, allée des Bois. Elle était dactylographiée sur papier à en-tête de l'entreprise, envoyée par courrier recommandé. Chaque ligne était juridiquement précise, procéduralement propre, et entièrement conforme à mes droits en tant que propriétaire. Je ne l'ai pas envoyé moi-même. Je n'ai pas joint de note personnelle. Marguerite s'en est chargée comme elle faisait tout correctement. Cette nuit-là, Gérard m'a appelé 17 fois. Les appels 1 à 10 étaient en colère. Je le sais parce que j'ai écouté les messages vocaux le lendemain matin dans l'ordre, comme les chapitres d'un livre dont je connaissais déjà la fin. Tu trouves ça drôle? C'est la maison de ma famille. Espèce d'ingrate. Clic. Les appels 11 à 15 ont changé. Plus dur à écouter. La colère commençait à craquer et en dessous, il y avait quelque chose de plus faible. Le désespoir. Aurore, on peut en parler. Dis juste à Marguerite de retirer la lettre. J'irai. J'irai m'excuser. C'est ce que tu veux. Appel 16, silence. 28 secondes de respiration. Puis il a raccroché. Appel 17. Le dernier. La voix de Gérard dépouillée de tout. Aucune autorité. Aucune performance. Aurore, s'il te plaît. Où sommes-nous censés aller? Je me suis assise au bord de mon lit dans mon studio, la lumière du matin passant par la fenêtre, une tasse de café refroidissant sur la table de chevet. J'ai joué ce dernier message 2 fois. Je n'ai pas ressenti de victoire. Je n'ai pas ressenti de satisfaction ou de vindication ou de toutes ces choses que les gens pensent qu'on est censé ressentir quand la personne qui nous a fait du mal finit par craquer. J'ai ressenti quelque chose de plus calme,
comme poser un sac que je portais depuis 20 ans et réaliser à quel point mes épaules me faisaient mal. J'ai sauvegardé le message vocal, fermé mon téléphone et je suis allé travailler. J'avais un quart de travail de 12 heures. Les patients avaient besoin de moi. Cela n'avait pas changé. 3 jours plus tard, Béatrice m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à appuyer sur le bouton vert. Peut-être le souvenir de son bras arraché à celui de Linda dans cette salle d'église. Peut-être la curiosité. Aurore. Sa voix était épaisse, congestionnée. Elle avait pleuré. S'il te plaît, pouvons-nous juste parler? J'écoute. Si nous perdons la maison, mon mariage, tout s'effondre. Peux-tu dire à Marguerite d'arrêter? Je me suis appuyé contre le comptoir de ma cuisine. Dehors, l'enfant d'un voisin faisait du vélo en rond. La normalité de cela semblait surréaliste. Béatrice, as-tu regardé la vidéo que tu as enregistrée cette nuit-là? Silence. Quelle vidéo? Au restaurant. Tu as pointé ton téléphone sur moi pendant que papa disait ces mots. Tu ne l'as pas baissé. Tu n'as pas dit, papa, arrête. Tu as juste enregistré. Plus de silence. Plus long cette fois. Je ne voulais pas, je sais. C'est exactement le problème. Tu ne veux jamais rien dire. Les choses arrivent simplement autour de toi et tu les laisses faire. J'ai pu entendre sa respiration saccadée, irrégulière. Je ne fais pas ça pour te punir, Brielle. J'ai besoin que tu comprennes que je ne punis pas papa. Je ne punis pas Linda. J'ai juste fini d'être celle qui sacrifie tout pour que tout le monde soit à l'aise. Mais où allons-nous? Ce n'est plus ma question à répondre. Une longue pause. Je pouvais entendre la voix de Linda en arrière-plan, étouffée, urgente, conseillant Béatrice sur ce qu'il fallait dire ensuite. Je dois y aller, ai-je dit. Aurore, attends. Béatrice, je te souhaite du bien. Je le pense vraiment. Mais cette conversation est terminée. J'ai raccroché, posé le téléphone face vers le bas sur le comptoir. C'était la fin la plus douce que je pouvais offrir, et c'était quand même l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites, mais ce n'était pas le dernier appel que j'ai reçu cette semaine-là. L'appel est arrivé un vendredi soir. Je ne reconnaissais pas le numéro. J'ai failli laisser aller à la messagerie vocale. Mais j'avais eu assez de messages vocaux pour une vie, alors j'ai répondu. Aurore, c'est Derrick Collin. J'ai posé le récipient de plat à emporter que j'étais en train de manger, le fiancé de Béatrice. Nous n'avions jamais parlé en tête-à-tête auparavant, pas une seule fois. Je sais que c'est inattendu, a-t-il dit. Sa voix était prudente, mesurée, comme un homme qui avait passé des jours à répéter cet appel. Je voulais juste dire quelque chose, et je crois que je vous le dois de le dire directement. J'écoute. Je me suis assise en regardant le mur de mon appartement. Une fissure courait le long du plâtre près du plafond. J'avais l'intention de le mentionner au propriétaire. Merci, Derrick. Il y a autre chose. Une autre pause. J'ai regardé comment ta famille te traite. Pas seulement cette nuit-là, les mois précédents. La façon dont Linda parle de toi quand tu n'es pas dans la pièce. La façon dont Gérard s'attribue le mérite de choses que je sais maintenant que tu as payées. Sa voix s'est serrée. Honnêtement, Aurore, je repense à beaucoup de choses. Ma poitrine me faisait mal. Pas à cause de la douleur, mais à cause de quelque chose de plus rare. La reconnaissance. C'est entre toi et Béatrice, ai-je dit doucement. Je sais. Je sais que oui. Mais je voulais que tu saches que quelqu'un dans cette salle t'a vu. Et ce que ton père a fait était mal. Pour la première fois depuis la nuit de mon anniversaire, mes yeux se sont embués. J'ai cligné des yeux 2 fois avec force. Merci, ai-je dit encore, et je le pensais d'une manière que je ne pouvais pas expliquer entièrement. Nous nous sommes dit au revoir. Je suis resté très immobile un moment. Quelqu'un m'avait vu. Après tout ça, quelqu'un m'avait vraiment vu. Semaine 3. Gérard et Linda ont déménagé du 412, allée des Bois. Pas parce que les 60 jours étaient écoulés. Il leur restait du temps. Mais parce que l'hypothèque était en retard, la facture d'électricité était en recouvrement,
et Gérard n'arrivait pas à se résoudre à m'appeler pour demander de l'aide pour payer une maison dont il savait maintenant qu'elle n'était pas la sienne. L'oncle Roy les a pris en charge. Il a préparé la chambre d'amis, fait de la place dans le garage pour les cartons de Gérard, préparé le dîner le premier soir sans dire grand-chose. C'était Roy. Pratique avant émotionnel. Mais il avait une règle. Vous pouvez rester, a-t-il dit à Gérard. Mais tu ne prononceras pas son nom comme ça sous mon toit. Gérard a hoché la tête. Il n'a pas argumenté. Selon Roy, c'était la première fois en des décennies que Gérard acceptait une condition de son frère cadet sans répliquer. La famille élargie savait tout maintenant. La présentation de Marguerite à l'église avait voyagé à travers le réseau du bois comme une onde de choc. Tante Patricia a appelé pour s'excuser. La cousine Hélène a envoyé un long texte qui se terminait par « J'aurais dû parler cette nuit-là. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. » 4 ou 5 autres parents ont pris contact. Certains maladroits, certains en larmes, d'autres juste de courts messages. « Je pense à toi. » Linda, quant à elle, a essayé une autre stratégie. Elle a posté sur Facebook un long statut émotionnel sur le fait d'être forcée de quitter notre maison par une belle-fille vindicative. Elle a tagué 6 membres de la famille et a ajouté un emoji qui pleure. Cela a duré 2 heures. La cousine Hélène a répondu avec une capture d'écran des relevés bancaires. Nom et numéro de compte masqués, mais le total est clair. 23 personnes l'ont vu avant que Linda ne supprime toute la publication. Les réseaux sociaux de Béatrice sont devenus silencieux. Son Instagram, qui publiait habituellement 3 fois par jour, n'affichait rien pour la première fois depuis des années. Le silence de ce côté était plus fort que tout ce qu'elle avait jamais publié. Marguerite a livré la deuxième enveloppe un mercredi matin gris. Elle l'avait gardée pendant 2 ans, scellée, écrite à la main, avec des instructions d'Éléonore précises jusqu'au calendrier. Donnez ceci à Gérard seulement après qu'il ait appris la vérité sur la maison. Éléonore le savait. Elle savait comment cette histoire allait se dérouler. Peut-être pas les détails, mais sa forme, l'inévitabilité. Roy m'a raconté plus tard ce qui s'est passé. Gérard était seul dans la chambre d'amis de Roy. Marguerite avait déposé l'enveloppe à la porte d'entrée avec Roy, qui l'a portée à l'étage et l'a posée sur la commode. De la part de maman, a dit Roy. Marguerite dit qu'elle voulait que tu l'aies quand tu serais prêt. Gérard a fixé l'enveloppe pendant 1 heure avant de l'ouvrir. La lettre faisait 2 pages. L'écriture d'Éléonore, soignée, légèrement penchée vers la droite, comme elle écrivait les cartes de recettes et les notes d'anniversaire. Je n'ai pas lu l'intégralité. Gérard n'a montré ça à personne, mais Roy l'a vu après, et les fragments que Gérard a finalement répétés au fil des semaines étaient suffisants. Éléonore écrivait qu'elle aimait son fils. Elle a aussi écrit qu'elle l'avait regardé punir un enfant pour un chagrin qui n'était jamais la faute de cet enfant. Tu lui reproches la mort d'Émilie, a-t-elle écrit. Mais Émilie est morte en vous aimant tous les deux. Ne punis pas les vivants pour le chagrin de la perte. Elle a expliqué pourquoi elle m'avait donné la maison, non comme punition, mais comme protection. Aurore est la seule dans cette maison qui s'est aimée sans tenir les comptes. Elle est aussi la seule qui ne demanderait jamais ce qu'elle mérite. Alors, je m'assure qu'elle l'est, qu'elle le demande ou non. Gérard est resté assis dans cette pièce pendant très longtemps. Quand il est descendu, ses yeux étaient rouges. Il n'a rien dit. Il m'a appelé 2 semaines plus tard. J'ai failli ne pas répondre. J'étais habitué au silence à présent. Le bon genre, celui qui vous appartient parce que personne ne le remplit d'exigences. Mais j'ai décroché. Je ne sais pas entièrement pourquoi. Peut-être parce que c'était la première fois qu'il appelait une seule fois à une heure normale sans faire 17 autres appels de suivi. Aurore. Papa. Une longue pause. J'entendais la maison de Roy en arrière-plan. Une horloge qui tic-tac. Quelque chose qui bourdonne. Un réfrigérateur peut-être. J'ai lu la lettre de maman, a-t-il dit. J'ai attendu. Je ne. Il s'est arrêté, a recommencé. Sa voix était rugueuse, instable, comme s'il parlait une langue qu'il n'avait pas utilisée depuis des années. Je ne sais pas comment réparer ça. J'ai pressé le téléphone contre mon oreille, j'ai fermé les yeux. Je ne te demande pas de réparer ça, papa. Je te demande d'arrêter de casser. Il n'a pas répondu immédiatement.
Quand il a reparlé, c'était à peine un murmure. Puis-je te voir? Pas tout de suite. Quand? Je ne sais pas. Peut-être un jour, mais seulement si les choses sont réellement différentes. Pas différentes en performance. Silence ensuite. D'accord. Pas de combat, pas de leçon, pas de d'après tout ce que j'ai fait pour toi. Juste d'accord. Nous sommes restés en ligne encore 10 secondes sans parler. Puis j'ai dit au revoir et j'ai raccroché. Je me suis tenu près de la fenêtre de mon appartement. Le soleil se couchait derrière les immeubles d'en face, transformant tout en or et en longues ombres. Je ne lui pardonnais pas. Je veux être clair à ce sujet. Le pardon n'est pas un appel téléphonique. Ce n'est pas un seul moment. C'est un processus qui demande des preuves, pas seulement des mots. Et je n'avais pas vu de preuves. Mais j'avais entendu quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Pas des excuses, quelque chose de plus petit, quelque chose qui pourrait avec le temps se transformer en une, ou peut-être pas. Et ça m'irait aussi. 3 mois plus tard, mon appartement fait 40 mètres carrés. L'eau chaude prend 90 secondes pour se réchauffer. Les murs sont assez minces pour que j'entende le chat de mon voisin miauler à 5 heures du matin. C'est à moi. Je travaille toujours à l'hôpital, prends toujours des quarts de nuit, mange toujours les restes dans la salle de repos le mardi. Mais quand je consulte mon compte bancaire maintenant, le chiffre est à moi. Chaque euro gagné, chaque euro dépensé, comptabilisé selon mes conditions. L'oncle Roi passe tous les dimanches. Il apporte du café sur la ruelle mais s'assoit sur mon canapé de seconde main et me parle de tout ce qu'il construit dans son atelier cette semaine-là. Nous ne parlons pas beaucoup de Gérard. Nous n'en avons pas besoin. La cousine Hélène est devenue quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Une vraie amie. Elle m'envoie des recettes par SMS. Elle est venue avec une plante d'intérieur le mois dernier et une carte qui disait « Pour ton nouveau départ ». Elle est sur le rebord de la fenêtre à côté de la photo d'Éléonore. Cette photo, Éléonore et moi à la foire du comté l'été de mes 11 ans, est accrochée au mur en face de mon lit. À côté, mon diplôme d'infirmière encadrée. 2 choses que j'ai gagnées. 2 choses que personne ne peut prendre. La semaine dernière, Derek m'a envoyé un SMS. Court, poli. Lui et Béatrice ont reporté le mariage. J'ai besoin de comprendre dans quel genre de famille je me marie, a-t-il écrit. Je n'ai pas répondu. Ce n'est pas mon histoire à écrire. Béatrice n'a pas appelé. Je ne sais pas ce qu'elle ressent. J'espère que quelque part sous le silence, elle se pose des questions qu'elle n'a jamais pensé à poser auparavant, mais c'est son travail, pas le mien. Et Gérard, il a envoyé une carte de Noël. Aucune excuse à l'intérieur, pas de lettre, juste mon nom sur le devant écrit de sa main. Aurore, c'est tout. Juste mon nom. Comme s'il s'entraînait à le dire sans ciller. Je ne vous raconte pas cette histoire pour que vous ayez pitié de moi. Je vous la raconte parce que peut-être que vous êtes assis quelque part en ce moment dans une maison que vous payez mais où vous ne vous sentez pas le bienvenu, à côté de gens qui prennent tout ce que vous donnez et disent que ce n'est pas assez. Regardant un téléphone plein de messages de quelqu'un qui vous a blessé et veut que vous fassiez semblant que ça n'est pas arrivé. J'y suis passé. Je sais ce que ce silence sonne de l'intérieur. Partir n'était pas une vengeance. Je sais que certaines personnes appelleront ça ainsi. Ils diront que j'ai été froide. Ils diront que j'aurais dû essayer plus fort, en parler, donner une autre chance, une autre année, 100 000 € de patience supplémentaire. Mais partir, c'était la première fois que je me choisissais. Et je ne pense pas que ce soit froid. Je pense que c'est la chose la plus chaleureuse que j'ai jamais faite. Vous n'avez pas besoin de la permission de quelqu'un pour protéger votre propre vie. Vous n'avez pas besoin que la personne qui vous a blessé soit d'accord sur le fait que c'était mal avant que vous soyez autorisé à partir. Vous n'avez pas besoin de hurler, de vous disputer ou de construire un dossier. Parfois, il suffit de plier la serviette, de se lever et de partir. Ma grand-mère m'a appris cela, non pas par des mots, mais par la façon dont elle vivait. Elle aimait farouchement et elle planifiait avec soin. Et quand elle voyait quelque chose de mal, elle ne faisait pas de discours. Elle faisait un mouvement. Force tranquille. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul.
Et vous n'avez pas à rester dans une pièce où personne ne vous voit juste parce que c'est la seule pièce que vous ayez jamais connue. Il y a des portes et elles sont à vous d'ouvrir. Partir n'était pas une vengeance. Partir, c'était la première fois que je me choisissais, et je referais le même choix chaque fois.